Voilà un contre-champ sur le plus grand spectacle sportif gratuit au monde, le Tour de France. L'engouement, on vient de le voir, dépasse largement le cercle des passionnés du cyclisme. Le Tour est bien plus qu'une compétition sportive. C'est un morceau de notre histoire, de notre patrimoine. Ce sont des enjeux économiques, politiques et nous allons parler de tout cela maintenant avec nos invités. Bonjour Béatrice Houchard. Bonjour. Vous êtes journaliste, politique notamment, mais pas seulement. Vous êtes peut-être avant tout d'ailleurs une passionnée de cyclisme et vous venez de publier le Tour de France, la France du Tour, qui regorge d'histoires, d'anecdotes. Vous allez nous en parler. Bonjour Pierre-Yves Thouot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint du Tour de France. Bonjour à vous Jean-Jacques Lozac, sénateur socialiste de la Creuse, vice-président de l'Association des Amis du Tour de France ici au Sénat. Puis je précise que vous êtes aussi le rapporteur du budget des sports. Et bonjour à vous Jean-François Mignot. Bonjour. Vous êtes démographe et vous travaillez pour le CNRS. Et vous avez écrit, vous, une histoire du Tour de France. Alors, je commence par vous, Béatrice Houchard. Je commence aussi par le titre. Le titre de notre documentaire, La République de juillet, pour un film sur le Tour de France, ça peut paraître incongru, mais ce n'est pas un hasard. Il y a d'ailleurs une phrase dans votre livre qui permet de l'expliquer. Oui, je crois que c'est Antoine Blondin qui disait qu'il y avait un président de la République toute l'année, sauf en juillet, et qu'en juillet, c'était le directeur du Tour, en l'occurrence à l'époque Jacques Godet, maintenant Christian Prudhomme, pourrait-on dire, ou vous-même, qui devenait président. Alors, c'est un peu vrai, mais un peu seulement, et les présidents n'ont pas envie de se laisser bousculer comme ça, et ils savent très bien, les uns et les autres, aller récupérer un peu de la popularité du Tour de France en espérant qu'elle retombera un peu sur eux aussi. On l'a vu au fil des septennats et des quinquennats. Donc je vous appelle monsieur le vice-président, Pierre-Yves Thouot. Si vous voulez. Oui. Cette popularité, évidemment, on va en parler, mais effectivement, c'est une des dimensions qui ressort du documentaire qu'on vient de voir, c'est la dimension très politique. On voit beaucoup Christian Prudhomme, un verre à la main avec les élus, et puis il y a des tractations. Oui, sur le Tour de France, il faut donner aux élus, il faut donner aux spectateurs. Et puis, les élus, vous savez, si vous disent oui ou non, c'est quand même pas la même chose. C'est eux qui disent oui pour un départ ou une arrivée. Et donc, le lien, il est très fort. On a plus de 250 candidatures par an pour tracer le Tour de France. Donc, ce lien-là, il est fort avec nos amis sénateurs, avec les maires, avec les présidents d'agglo, les présidents de département et de région. Jean-Jacques Lozac, la dimension politique, c'est aussi parce que le Tour, évidemment, nous rassemble sur des valeurs communes. Je pense effectivement que le Tour de France fédère l'ensemble de la population française, ce qui fait que la caractéristique essentielle du Tour de France, c'est cette ferveur populaire, c'est cette popularité, mais surtout cette popularité sur la durée. En fait, cette année, le centenaire du Tour de France, et ça, c'est tout à fait original. Mais je crois que la République de juillet, ça renvoie en particulier au fait que le Tour de France, c'est le Tour de France des territoires, c'est le Tour de France des collectivités locales. Donc, effectivement, il faut des liens ténus entre celles et ceux qui représentent ces territoires et les organisateurs du Tour. Jean-François Mignot, on le voit dans le film, il y a vraiment un rapport charnel presque de chacun d'entre nous avec cette compétition. Oui, vous avez raison. Les gens, en fait, quand on parle Tour de France, pensent à leur enfance, la plupart du temps, sont intéressés à voir les paysages, à voir des journées longues en juillet de vacances. On ne pense pas nécessairement d'abord au sport, on pense à tout ce qu'il y a autour et qui n'est pas pour rien, à ma avis, dans le caractère durable du succès de cette course. Je voudrais vous proposer une archive chez vous, Jean-Jacques Lozac, moment historique, parce que c'était le premier passage du Tour dans votre département de la Creuse. Regardez ce reportage de France 3 à l'époque et puis on en parle après. Dans le Tour de France, il y a les cyclistes et tous les à côté. Les agriculteurs espèrent que demain, l'à côté, ce sera elle. Creuse-Corrèze Berry Élevage et la Selmar, deux coopératives agricoles, ont invité ceux qui commentent le Tour pour bien leur donner toutes les clés pour parler de la Creuse agricole. Je vais bien entendu parler ici des bovins et des ovins, puisque c'est un territoire qui s'y prête et je crois que ça fait la grande richesse de la région Creuse. Et donc, à partir du moment où le Tour va survoler quelques exploitations, quelques riches prairies, je pourrais évoquer un certain nombre de choses. 2 visites de ferme au programme, des limousines aux Charolaises. Rien de très impressionnant pour Bernard Hinault. Voilà plusieurs années qu'il s'est reconverti dans l'élevage en Bretagne. Il met un point d'honneur à parler de l'agriculture et de ce que le Tour peut lui apporter en image de marque. Promouvoir une région, c'est sûr, parce que la Creuse, c'était quand même un berceau un peu de la race. Et puis montrer que dans ce pays qui est la France, la Creuse et puis les autres pays, les autres régions ou départements, on sait faire des bons produits.
Demain, impossible pour les caméras de les manquer. D'hélicoptère ou à terre, les vaches regarderont passer les coureurs et les commentateurs qui ont pris quelques notes devraient savoir quoi dire sur elles. Ce qui est intéressant dans cette archive, Béatrice Couchard, c'est qu'on se rend compte que, évidemment, le Tour, c'est un vecteur de communication extraordinaire pour ces régions. Bien sûr, on le voit bien dans le documentaire d'ailleurs, hein, comment les agriculteurs avec la FNSEA utilisent, n'étant pas péjoratif du tout dans mon esprit, hein, mais utilisent le passage du Tour pour se faire connaître. Alors, parfois, certains l'utilisent autrement, hein, quand il y a des manifestations, y compris d'agriculteurs parfois. J'ai le souvenir d'une étape entre Futuroscope et Nantes, il y a bien longtemps, où le tracé avait été changé parce qu'il y avait des manifs et que les gens qui attendaient dans un village n'ont jamais vu passer le Tour. Ça n'arrive pas très souvent, mais il y a eu quelques exemples où à Denain, à l'époque d'Usinor, au début des années 80, où il y avait aussi des manifestations. Donc voilà, le monde entier regarde le Tour de France, donc faire parler de soi à travers le Tour, c'est de la pub gratuite en plus. C'est de la publicité gratuite et effectivement le Tour en est le vecteur. Hein. Oui, parfois il y a toujours, souvent sur le Tour, des petites menaces, des petites actions, mais généralement, vous savez, le Tour est éminemment pacifique, donc ce serait très contre-productif en fait à bloquer le Tour de France, et c'est pour ça qu'on a ce lien aussi avec la FNSEA, les FDSEA sur ce fameux concours de l'Indart qu'on fait sur toutes les étapes, avec la remise des prix au Salon d'agriculture d'ailleurs. On remet un prix au premier, au deuxième et au troisième, mais les relations sont excellentes avec nos amis agriculteurs. Ouais. C'est assez rare d'ailleurs, Béatrice le rappelait, que le Tour de France soit pris en otage. Vous l'expliquez comment? C'est aussi lié à sa popularité? Oui, il y a un lien vraiment, je crois, affectif avec le Tour de France. On a tous un peu de Tour de France en nous, quelque part. Et puis, Jean-Jacques Lozac le disait très bien, le Tour vient chez les gens. Hein. C'est la seule épreuve itinérante qui fait ça. Il vient chez les gens. Et nous, on fait un séminaire en fin d'année avec tous les collaborateurs du Tour de France. Et il y a un de nos collaborateurs qui nous a dit... quel était le tour de ses rêves. Et c'est le tour de ses rêves, c'est le Tour qui passe devant chez lui. Et c'est véritablement ça. Le Tour va partout, dans les petites villes, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, en Creuse, en Ille-et-Vilaine, en Alsace, un peu partout. C'est ça la force du Tour aussi. Le Tour va vraiment partout. Vous êtes d'accord avec ça? La force de cette compétition, c'est qu'elle va chez les gens. Alors, il va partout en un sens. Déjà, il faut rappeler qu'en fait, jusqu'à l'entre-deux-guerres, il ne va pas du tout en Creuse, comme on l'a vu. Oui, on l'a dit, en 2004, Voilà. Le premier passage Exactement. en Creuse, c'est en Il est 2004. grand temps qu'il revienne d'ailleurs. Ouais. Je vois un message, je vois un Je vous laisserai message. en parler après. Ça, hein. j'ai reçu. C'est envoyé en tout cas. Initialement, le Tour ne passait pas partout. Il faisait le tour de la France, il faisait le tour de l'Hexagone. Et encore au début, sans aller dans le Nord, hein, Paris-Lyon et en montant par Nantes, ça excluait quand même une bonne partie. Donc quand les gens ont en mémoire, le Tour faisait vraiment le tour de la France, c'est quand même c'est de la nostalgie sur un événement qui n'est pas arrivé très souvent. Il y a des contraintes réglementaires Bien aussi sûr. au niveau Et d'ailleurs, par curiosité, il y a encore des départements où il n'est jamais passé? Je ne crois pas. Je Je ne crois pas, puisque Non, parce nous que la sommes. Alors, métropolitaine, j'entends, la France la Corse. métropolitaine, puisque nous sommes allés en Corse en 2013 avec un magnifique départ de Corse. Donc je crois que tous les départements français ont vu le Tour de France. Il y a un moment intéressant dans le documentaire, c'est cet échange entre Christian Prudhomme et puis le maire, je crois, de Val Thorens ou de la communauté de communes. Et au bout du compte, d'ailleurs, ce documentaire qui est tourné l'an dernier, en 2018, on parle d'une arrivée possible à Val Thorens. Et alors, elle va avoir lieu, hein, c'est ça, le 27 juillet. Elle va avoir lieu Ouais. le 27 juillet, effectivement. Et André Plaisance, qu'on avait rencontré avec Christian Prudhomme avant le Tour de France également, puisqu'on reçoit quand même beaucoup d'élus, puisque je vous le disais, il y a beaucoup de candidatures. Voilà, c'était un rendez-vous qu'on a fait le matin de l'étape en lui disant viens, on va discuter ensemble. On avait quand même dans la tête d'aller à Val Thorens. C'est sûr que le deal a été fait, non? C'est un peu plus tard. Pratiquement, vous savez, quand Christian Prudhomme s'engage verbalement, généralement, il ne revient pas sur sa décision. Et alors, le chiffre qui donne 120 000 €, c'est pas donné hein, pour une arrivée de... 120 000 € pour une arrivée, 80 pour un départ, c'est le ticket d'entrée. Je crois que si on a 250 à 300 candidatures par an, c'est que voilà, le ticket d'entrée est acceptable, sachant que certaines villes se font refinancer par les départements ou les régions. Donc, c'est tout à fait abordable. Il y a des coûts indirects, hein, Jean-Jacques Lozac. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé 120 000 €, il y a d'autres choses à payer quand même pour les... Bon, effectivement, là, on met le doigt bien évidemment sur les enjeux qui ne sont pas simplement sportifs, tout le monde l'a bien compris, mais également sur les retombées. Et les retombées, elles sont notamment économiques, financières, médiatiques, de valorisation d'une image, donc d'une certaine notoriété. Et c'est vrai que dans un département très rural comme le mien, il a fallu en passer par une solidarité entre les collectivités pour financer les 120 000 €. Et j'ai le souvenir que la ville de Guéret, en l'occurrence, c'est-à-dire notre ville-préfecture, avait sollicité le département et la région, et donc on s'était partagé à 3
3, en 3 tiers, en parts égales, la dotation, le droit d'entrée en quelque sorte pour être ville arrivée du Tour. Et à la fin, vous y êtes retrouvés, je veux dire, les retombées économiques étaient là? Bon, c'est très, très difficile de chiffrer, bien sûr, avec précision quelles sont les retombées économiques, mais elles sont évidentes, ces retombées. Même si tout le monde trouve que le Tour passe trop vite. Vous avez dû entendre très souvent cette observation, cette réflexion. Il y a quelque chose de frustrant dans tout ça, parce qu'effectivement, Ah, dites-moi, Béatrice Souchard. Oui, non, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup quand je parle, surtout ces jours-ci, à propos de mon bouquin, on parle du Tour de France, donc tout le monde vous dit toujours « Ah, quand j'étais gamin, gamine, on allait attendre ». Et il y a la notion de l'attente. C'est-à-dire que l'attente est presque plus importante que, vous savez, c'est la phrase de Clémenceau, le meilleur moment de l'amour, c'est en montant l'escalier. Tout le monde parle de l'attente. Alors, le peloton passe, si c'est des étapes de plate, c'est vrai qu'on entend le bruit des vélos et puis c'est fini. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une frustration, je pense qu'il y a un vrai bonheur et qu'il y a un bonheur dans cette attente. Et dans une période où tout doit aller très vite avec les smartphones, Internet, il y a cette espèce d'esthétique de l'attente que je trouve qui devrait intéresser les philosophes un jour. Vous avez complètement raison. Il y a le Tour, il y a les coureurs, mais il y a surtout la caravane publicitaire. Et la caravane publicitaire, bien sûr. Caravane publicitaire qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. Et vous savez, quand on fait des études, pratiquement un spectateur sur 2 vient en première motivation pour la caravane publicitaire et un téléspectateur sur 2 regarde le Tour de France pour ses paysages. Donc le Tour de France, c'est plus que du sport, c'est plus qu'une course cycliste, c'est aussi des racines et des ailes quelque part. Et on le voit d'ailleurs, dans le film, on a quelques images d'ailleurs, c'est ces gens qui attendent et qui récupèrent les objets toute la journée. Vous êtes d'accord sur cette idée que finalement l'attente est un plaisir aussi important que de voir passer les coureurs? Oui, parce qu'on est en plein mois de vacances en fait. Ouais. Les gens sont là, ils sont en vacances, c'est parce qu'ils sont en vacances qu'ils ont eu le temps de venir et du coup ils ont tout leur temps. On n'est pas dans le métro sur la ligne 13 de Paris. Donc voilà, tout ça n'est pas du tout étonnant à mes yeux. Je veux juste rajouter une chose à propos des contributions des villes-étapes. Sur le long terme en fait, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que ces contributions en fait, elles sont assez élevées, disons 120 000 €, on peut dire que c'est faible, bref, c'est ça le prix de marché, disons plus ou moins. Mais il faut voir qu'au fil du temps, sur les disons 50 dernières années, la part du budget du Tour de France qui est issue des contributions des villes-étapes, elle a chuté, elle est presque plus rien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tour de France gagne de l'argent grâce aux droits de retransmission télévisée qu'il vend un peu partout dans le monde. Il ne gagne plus d'argent grâce aux villes-étapes, où c'est moins de 5% de son budget actuellement qui est obtenu grâce aux villes-étapes, alors que c'était plus de 40% dans les années 50. Tout ça pour donner... c'est-à-dire que ces questions sont importantes pour les communes. C'est-à-dire que ça représente beaucoup pour les communes, mais finalement assez peu pour le Tour de France dans le budget. La répartition n'est pas tout à fait celle-là. Les droits télé représentent environ 60 à 65%, 30% des sponsors et 10% des collectivités. Mais je voudrais quand même signaler sur le ticket d'entrée dont on parlait, on est 5000 permanents sur le Tour de France. Quand on arrive avec notre caravane, ça fait beaucoup d'hébergements. Et nous-mêmes, à SO, on héberge 1500 personnes qu'on prend en charge. Donc tout ce qu'on investit dans l'hébergement le soir, c'est à peu près le ticket d'entrée, en fait. Et ça, ce sont des retombées directes. Après, vous avez tous les spectateurs. Il y a 12 millions de spectateurs sur l'ensemble du Tour. Donc eux consomment. Ils passent environ 7 heures pour venir voir une étape. Donc ils s'arrêtent, ils consomment, ils boivent un verre, ils achètent un sandwich ou ils vont au restaurant. Donc il y a des retombées directes. Et puis il y a des retombées indirectes qui sont beaucoup plus importantes. Et dans nos études, on en parlait tout à l'heure, 1 euro investi pour une collectivité, c'est à peu près 8 € de retombées quand je prends le direct et l'indirect, puisque le Tour est retransmis dans 190 pays à travers le monde, et donc il y a des grosses retombées pour les territoires. Et Jean-Jacques Lozac, très concrètement, il y a effectivement ce qui se passe pendant la journée, pendant l'épreuve, mais il y a également les à côté. Je pense à tout un ensemble d'animations, alors qu'on voit très souvent grâce à France Télévisions. Il ne faut pas oublier le rôle joué par la télévision, et notamment par la télévision publique. Mais sur les villes arrivées, par exemple, il y a très souvent des animations le soir et quelquefois très tard. Donc il y a toute une dynamique associative qui accompagne le Tour de France. Et puis, je dirais, dans ces à côté, il y avait aussi, enfin, je parle au passé parce que c'est de plus en plus difficile à organiser, mais il y avait les critériums d'après-tour. C'est aussi un lien avec la compétition elle-même. Jean-Jacques Lozac, un point sur les investissements. Je parlais de coûts induits tout à l'heure. Il y a les 120 000 € que peuvent avoir à payer les villes-étapes, mais il y a aussi tout ce qu'il faut peut-être investir avant pour pouvoir accueillir le Tour.
notamment la réfection des routes peut-être? Oui, je crois que c'est l'exemple type. Effectivement, en 2004, il se trouve que je présidais le département à ce moment-là, et il est bien évident qu'il a fallu inscrire, je dirais de façon exceptionnelle, dans les dépenses de fonctionnement de la collectivité départementale, un coût supplémentaire pour l'entretien des routes départementales. Parce que Christian Prudhomme, dans le film, dit au maire de Val Thorens, il ne faut pas faire ça juste pour nous. Mais enfin, au bout du compte, le passage du Tour de France est évidemment un prétexte pour faire des travaux importants. Travaux importants, c'est surtout en fait de l'entretien. Je crois que Christian Prudhomme est tout à fait réaliste. Il ne demande pas des investissements inconsidérés aux collectivités, notamment départementales, parce que l'essentiel des routes, ce sont quand même des routes départementales. Mais tout à l'heure, on parlait de l'image. Il y va aussi de l'image d'une collectivité que d'entretenir ses équipements. Et puis il y va aussi de la sécurité des coureurs et des caravanes et de tous ceux qui suivent l'épreuve. Et tout le monde en profite ensuite, ceux qui utilisent la route les jours qui suivent. On dit souvent que le Tour est accélérateur de travaux. Notamment sur les routes départementales, puisque 98% des routes empruntées par le Tour, ce sont des routes départementales. Il y a très peu de routes nationales. Les travaux sont surtout liés au site d'arrivée, parce qu'on est assez gros, trop gros d'ailleurs, et on doit faire des aménagements. Mais c'est en lien avec la collectivité. Par exemple, élargir la voirie. C'est pas encore d'élargir la chaussée, mais il nous faut des surfaces, puisqu'on a à peu près 130 camions qu'on doit positionner auprès de la ligne d'arrivée, et donc il nous faut des surfaces. Alors parfois, il faut engager des travaux, mais ça se fait en concertation avec les élus, évidemment, et quand on peut éviter, évidemment, de faire des travaux, on évite. Je voudrais qu'on évoque maintenant, qu'on revienne sur les ressorts de l'extraordinaire popularité du Tour. Et avant cela, je vous propose une autre archive. Alors là, on est 45 ans en arrière, et vous allez voir, ça fait écho à notre documentaire, et au fond, les choses ont assez peu changé. Ils sont venus, ils sont tous là. Les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes du tout. Les pépés, les mémés, les yéyés, à pied, à vélo, en moto, en auto, ils sont venus. De très près ou de très loin, en groupe ou isolés, passionnés ou forcés, déroutés ou bloqués. Ils restent là 1 heure ou 2 ou 3, debout, assis ou allongés. À chaque Tour de France, ils sont ainsi quelques millions à venir sur le bord de la route pendant 3 semaines. 13 millions l'an dernier, autant sans doute cette année. Il y a quelque chose d'éternel, Jean-François Vigneault, quand on voit ça. Effectivement, les choses, évidemment, la France a changé, mais l'engouement reste le même. Alors vous avez raison, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, à ceci près qu'en fait, si on calcule le nombre de gens ou la part des Français qui vont sur la route du Tour chaque année, depuis qu'on peut calculer ce chiffre, on observe quand même que depuis les années 70, il y a de moins en moins de personnes par rapport au nombre de Français qui vont chaque année sur la route. Parce qu'effectivement, il est question de 13 millions, et tout à l'heure, vous nous disiez 12 millions. C'est-à-dire que l'engouement baisse, non ? Le comptage est très difficile, puisque c'est gratuit le Tour de France, il n'y a pas un système de billetterie. Quand on est parti du Yorkshire en 2014, on nous annonçait, chiffre police, 4 millions de spectateurs sur les 3 étapes. Après, il arrive que dans certaines zones, les accès sont compliqués, donc il y a un peu moins de spectateurs. Nous, on dit entre 12 et 15. Après, ça dépend. Les zones de montagne, il y a souvent beaucoup de monde. Et puis, il y a des zones, quand ce n'est pas très accessible, mais il y a un peu moins de monde. Et ce qui a changé par rapport aux années 70, c'est que la qualité de la retransmission télévisuelle a hallucinamment progressé. Pourquoi descendre en bas de chez soi quand, à la télévision, on a un spectacle magnifique. La différence avec les années 70, vous avez vu l'image, elle était en noir et blanc avec des gros grains. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Puis il y avait une retransmission sur les 25 derniers kilomètres. Absolument. C'était très frustrant alors pour le coup. Aujourd'hui, c'est en intégralité, l'ensemble des étapes du départ à l'arrivée. Oui, et effectivement, avec des vues en hélicoptère qui sont magnifiques. Et alors un soin très très particulier, on le voit dans le documentaire, mis par Christian Prudhomme notamment, mais quand il dit, voilà, moi je fais attention à ce qui est une arrivée où on puisse voir surgir le cycliste derrière la côte, ça c'est quelque chose, vous y apportez un soin très particulier à la qualité des images. On fait très attention, vous savez, quand on trace un parcours du Tour de France, il y a le grand départ, puis l'arrivée qui est à Paris. Une fois, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, une fois dans l'autre. C'est pas vrai tout le temps, mais c'est un peu ça. Et c'est d'abord un choix sportif. Mais ensuite, évidemment, Christian Prudhomme est un homme de télévision aussi. Il regarde à magnifier ces paysages parce qu'on est en lien aussi avec les élus qui nous disent le Mont du Chat, ce serait bien de le faire, le Galibier, j'aimerais bien passer dans la Creuse par tel ou tel endroit. Donc on est très attentif à ça, dès lors que la sécurité et le sport sont préservés. Juste d'un mot, vous n'avez pas l'impression, pour répondre à ce que disait Jean-François Vigneault, que d'une certaine manière, la télévision
cannibalise le spectacle vivant qui est de voir en vrai les cyclistes? On a quand même toujours cette relation avec le spectateur qui est sur place et qui est importante. Alors évidemment, hein, les audiences de la télé sont là. Hein. On fait pratiquement 37 à 38% d'audience sur l'ensemble du Tour. Jean-Jacques Lezac. Oui, je voudrais ajouter un point qui me paraît important dans la société actuelle, c'est que le Tour de France contribue aussi au développement de la pratique. Et de la pratique du vélo sous toutes ses formes dans notre pays. Bon, là, par exemple, nous sommes au Sénat, on a adopté récemment une loi d'orientation sur les mobilités, il y avait tout un plan vélo. Donc, en matière d'incitation au développement de la pratique cycliste, le Tour de France, j'en suis persuadé, joue un rôle majeur. Il y a quelque chose que vous souleviez tout à l'heure, au tout début de l'émission, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, Béatrice Houchard, c'est l'aspect, on va dire, récupération politique. Évidemment, cette popularité dont on parle depuis tout à l'heure ne laisse pas les femmes et les hommes politiques indifférents. Bien sûr, puis je pense qu'ils aiment le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Tour de France? Je ne sais pas. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'on avait, par exemple, François Mitterrand? Alors, François Mitterrand, il aimait le cyclisme sur piste. C'était un habitué du Veldiv avant la Seconde Guerre mondiale. Il dit que quand il était, il y a une archive vidéo d'ailleurs où il est interviewé, où il dit que quand il était enfant, il allait lui aussi, vous voyez, quand il était enfant, on en revient toujours à ça, il allait dans le Nord, où il allait en vacances dans les Nords, dans la Flandre française, et il allait voir passer le Tour. Je pense que ça n'était pas un vrai spécialiste, de même que Jacques Chirac n'était pas un grand spécialiste, ni Valéry Giscard d'Estaing. Le vrai grand spécialiste, on le sait tous, c'est Nicolas Sarkozy qui vraiment est fanat de vélo. François Hollande, je crois, connaît plutôt bien aussi, et semble-t-il Emmanuel Macron également. Mais il y a de la sincérité en tout cas dans cette... Mais je crois que comment peut-on être président de la République et ne pas aimer quelque chose qui va bien au-delà effectivement de la course? C'est la France elle-même, c'est lié à l'histoire. On parle des 100 ans du maillot jaune cette année. En 1919, ce qui est quand même invraisemblable, moins d'un an après la signature, après le 11 novembre 1918, le Tour de France repart dans l'état où était la France. Avant même la signature du traité de Versailles, on est quelques heures avant la signature du traité de Versailles. Ce qui nous paraît, enfin ils étaient gonflés les organisateurs. Et franchement, chapeau, parce que on pourrait dire la même chose en 1947, hein, dans d'autres circonstances. Le Tour est complètement lié à l'histoire tout le temps. Pendant le Front populaire, les communistes et les socialistes font des meetings le soir dans les villes-étapes pour rameuter Ils font des meetings dans les villes-étapes. Absolument, en 1900, à la Libération, les communistes essaient de récupérer l'organisation du Tour, de préférence à l'équipe. Finalement, c'est l'équipe qui récupère, et c'est le pouvoir politique qui décide. Donc il y a une imbrication permanente. Donc c'est une espèce d'osmose, et forcément le président, il est au milieu de ça, même s'il n'est pas capable, comme Sarkozy, qui est capable de vous donner le classement du Tour en 1966, du 1er au 10e sans se tromper. Voilà, ça fait partie de... c'est dans leur job, j'allais dire. C'est une affaire politique d'un bout à l'autre, hein, si je vous écoute bien. Oui, et puis c'est quand même Valéry Giscard d'Estaing qui donne le feu vert pour que le Tour arrive sur les Champs-Élysées, parce que avant, 75, parce que notre confrère de l'époque, Yves Mourouzi, qui présentait le journal de 13h sur TF1, va le voir, parce que ça coince un peu au niveau préfecture de police, si j'ai bien compris. Et comme le président dit d'accord, et comme en France c'est comme ça, c'est le fait du prince, hein, le président dit d'accord, donc tout le monde derrière dit c'est formidable, c'est une merveilleuse idée qu'on avait eue avant vous, monsieur le président, et le Tour arrive sur les Champs-Élysées. Ouais, ça, c'est 75. Donc le lien, ça c'est 75, ouais. Donc le lien, il est permanent. Il vaut mieux que les hommes politiques soient concernés plutôt qu'indifférents au Tour de France. Absolument. Les hommes politiques, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas simplement les présidents de la République. Bien sûr. J'ai envie de dire, en termes de faisabilité et d'exécution du Tour de France, les choses se passent très souvent en dehors de l'Élysée ou de Matignon ou du ministère de l'Intérieur. C'est sur le terrain. C'est vraiment une épreuve de proximité. Et le passage du Tour dans la Creuse, j'imagine que c'était en 2004, mais on vous en parle encore. Oui, c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous renouvelez la candidature. Guéret a déposé une nouvelle candidature, mais effectivement, ce sont des moments qui marquent dans l'histoire d'une préfecture, parce que le Tour de France, c'est aussi le mariage de l'urbain et du rural. Hein, c'est ça, c'est l'arrivée à Paris, mais c'est un petit peu le tour des sous-préfectures, des anciennes sous-préfectures. Donc, c'est aussi un moyen de retisser de la cohésion nationale. Christian Prudhomme dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit que depuis 3 ou 4 ans, on lui dit de plus en plus souvent merci. Les élus, les responsables d'associations, et même dire sur le thème. Alors on retrouve un autre sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. La Poste a fermé, on a fermé des classes, il n'y a plus de commerce dans notre village. Mais le Tour de France, au moins, une fois de temps en temps, vous ne nous oubliez pas. Je pense que ce lien-là est vraiment très important. Ça. Les gens expriment là, en l'occurrence, une gratitude. Et c'est un événement populaire qui est, pour le coup, extrêmement positif. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le Tour va chez les gens. Donc les gens sont assez fiers d'accueillir le Tour de France. Donc on va les voir, c'est gratuit, ils passent un bon moment. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup... Alors on a des merci un peu tout le temps, mais là, c'est
c'est vrai que c'était, quand on a nos réceptions le soir, vous ne pouvez pas imaginer les élus, mais les bénévoles, les associations viennent nous voir. Est-ce que je peux avoir un autographe de Bernard Thévenet? Est-ce que Bernard Hinault est là? C'est dingue ce lien-là, il est hyper fort et on le sent de plus en plus parce qu'on va aussi un peu partout et on va chez les gens qui souvent ne voient pas forcément de spectacle, ne peuvent pas aller au stade parce que c'est payant ou voir un spectacle, un concert. Il y a peut-être une des séquences qui, à mes yeux, est la plus réussie dans le documentaire, ce sont ces deux femmes âgées qu'on voit à leur fenêtre. Le réalisateur a saisi leur échange. Et alors, on comprend à quel point le tour touche vraiment toutes les générations. Hein. Ça, vous parliez de l'enfance, mais là, on voit bien que ces femmes, elles sont... Vous aussi, elle vous a plu, cette séquence? Oui, c'est une super belle séquence, elle est magnifique. C'est ce qu'on aime dans les documentaires. C'est de voir des gens qu'on ne côtoie pas habituellement dans leur quotidien, qui, au fond, n'est pas très différent du nôtre. Ça avait déjà frappé Albert Londres quand il vient sur le Tour de France en 1924. Il parle déjà des vieilles dames. Des vieilles dames sur le Tour de France. On parlait des enfants, voilà, les vieilles dames. Tous les publics. Vous évoquiez tout à l'heure le tour en Angleterre. Je voudrais qu'on évoque la popularité du tour à l'étranger. On voit beaucoup d'ailleurs de journalistes étrangers dans le documentaire. Comment est-ce qu'on la mesure, cette popularité, par les audiences déjà, j'imagine? D'abord par les audiences, vous avez raison, mais aussi par le nombre de candidatures qu'on peut avoir des pays qui sont limitrophes à la France. Alors il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, l'Italie, la Belgique, Bruxelles en 2019. Donc ça, on peut le mesurer. Et quand le Tour va à l'étranger, mais ça date pas d'hier, ça fait déjà très longtemps que le Tour va à l'étranger. Ça date de quand d'ailleurs la première fois? 54. Amsterdam, ouais. Et on est allé après à Utrecht, on est allé à Rotterdam, et puis on partira de Copenhague en 2021. C'est pas un hasard parce qu'il y a un lien fort avec la bicyclette. Copenhague, la ville la plus cyclable. Donc, et c'est pour ça que la candidature. C'est un art de vivre. Dès qu'il y a un lien, voilà, il faut étudier. Il est vrai qu'on a des candidatures d'un peu partout. Il y a des villes ou des pays qui ne recevront jamais le Tour de France, probablement parce qu'on est loin, mais parce qu'il n'y a pas ce lien fort. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'avenir, justement, parce que vous nous parliez des parts à l'étranger. On se dit que c'est évidemment un joyau, le Tour de France, mais qu'il peut éventuellement être menacé, soit par l'évolution des modes de vie, soit éventuellement par la concurrence d'autres compétitions. C'est quelque chose que vous regardez de près, ça? Faire évoluer cette compétition? Évidemment, on regarde toutes les technologies qui peuvent aussi être développées sur le Tour de France. Vous pensez à quoi, par exemple? Écoutez, les réseaux sociaux sont très importants pour nous, pour aller toucher aussi une population plus jeune, parce que le vieillissement des spectateurs du Tour de France, on l'a ressenti il y a quelques temps. Alors là, on sent qu'il y a un mouvement avec des formats beaucoup plus courts, des clips, parce que les jeunes ont leur smartphone, on regarde plutôt 15 minutes ou 2 minutes du Tour de France et pas l'intégralité des étapes. Donc on est très attentif à ça, et puis aussi sur le parcours, parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on a un parcours plus attractif, des étapes plus courtes, des étapes plus nerveuses, on capte plus le téléspectateur. Donc ça, c'est très important, et nos équipes, dans notre service sportif, au Tour de France, ils passent beaucoup de temps sur les routes pour aller regarder ce qu'on peut faire, des nouveautés. Ce sera le cas cette année, mais ce sera le cas aussi en 2020. Plusieurs fois, on s'est dit que le Tour de France allait... que les scandales, allaient avoir raison du Tour de France. Ce film est tourné 20 ans pile après l'affaire Festina, 1998. Depuis, il y a eu d'autres affaires de dopage, la tâche évidemment indélébile de Lance Armstrong. Et pourtant, malgré tout, le Tour reste très populaire. Béatrice Houchard, là encore, vous expliquez comment le fait qu'il ait réussi à survivre à ces scandales? Oui, on a souvent l'impression... Festina, c'est particulier parce que Richard Virenque qui était tellement populaire que tout le monde lui pardonnait tout, me semble-t-il. Armstrong, ça a un peu plus ébranlé, notamment des gens plus jeunes pour qui les premiers souvenirs du Tour de France, ça va être effectivement Festina puis Armstrong, qui n'ont pas le lien avec une période plus ancienne. Mais ça n'a pas... Ça n'a pas ébranlé je ne vais pas dire la foi, parce que le mot est trop fort, mais l'intérêt, il y a une espèce de... Je ne sais pas si une espèce de résignation, de dire « Oh, voilà, ça a toujours été comme ça », ce qui est un peu vrai d'ailleurs, même si le PO n'a pas grand-chose à voir avec la caféine ou l'éther que prenaient les coureurs des années 20, mais ça ne devait pas être terrible pour la santé quand même. Éther, cocaïne, ça ne devait pas faire de bien à l'estomac. Oui, je crois qu'on leur pardonne. On leur pardonne, ça veut pas dire qu'il y a une sorte de déni presque collectif par rapport à cette question? Enfin, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais...
Oui, moi je serais tenté de dire quand est-ce qu'on met le nez dans le dopage des autres sports, mais c'est un autre débat, donc on va pas l'ouvrir aujourd'hui, mais j'aimerais bien, Là-dessus, parce que c'est toujours le cyclisme qui trinque et personnellement j'en ai assez. Jean-François Mignot. Il y a une dernière chose, c'est qu'entre nous, on aime bien entendu le Tour de France, on a même le cyclisme. Il y a beaucoup de gens qui regardent le Tour de France sans pour autant aimer le cyclisme, et beaucoup de gens qui aiment le Tour de France tout en restant totalement indifférents à l'intérêt stratégique extraordinaire de ce sport. Donc en fait, si vous regardez le Tour de France, principalement pour voir des paysages... C'est le cas donc d'un téléspectateur sur deux à peu près, c'est ça? Un peu moins, mais c'est presque ça. D'accord, ouais. Et surtout à l'étranger. Si vous êtes un Américain ou un Japonais, vous ne regardez pas le Tour de France pour la course, vous regardez le Tour de France pour les paysages. Et de ce point de vue, si les coureurs se dopent, en fait, on s'en fiche complètement. Oui, cela dit, si la télévision montrait juste les paysages, je ne suis pas sûr qu'il y aurait autant de monde devant l'écran. Hein. C'est le mélange entre les deux. C'est l'histoire, la géographie, un peu la littérature. C'est l'alchimie entre les deux. Ouais. Alors sur le dopage, juste, vous parliez de ça, il faut quand même qu'on lutte, il ne faut pas se dire on est résigné. Nous, on lutte beaucoup sur le... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 1998, évidemment, avec des budgets importants, mais nous ne sommes pas la fédération internationale, on ne fait pas les règles. Jean-Jacques Lozac là-dessus. D'ailleurs, ASO participe à la lutte contre le dopage financièrement, à côté bien sûr de l'État et de l'Agence française de lutte contre le dopage. Moi, sur ce plan-là, je pense qu'on peut être plus optimiste qu'on l'était à l'époque d'Armstrong ou à l'époque de l'affaire Festina en 98. Je crois qu'il est de plus en plus difficile de passer à travers les mailles du filet. Mais je crois que cette question du dopage renvoie à un aspect qu'on a peut-être passé sous silence, à savoir que le Tour de France est une sorte de dramaturgie et qui explique aussi cette popularité. Tout à l'heure, vous évoquiez Antoine Blondin. Antoine Blondin disait aussi le Tour de France, c'est la fête, on en a parlé, c'est la fête et les jambes. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a aussi énormément de souffrance et énormément de douleur, bien sûr, essentiellement du côté des coureurs. Je voudrais terminer peut-être par un des aspects très importants. Vous évoquiez les retransmissions télévisées voilà, le Tour est un spectacle gratuit pour ceux qui s'y rendent, un spectacle gratuit pour ceux qui regardent à la télé. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Pour l'instant, ça l'est, puisque le Tour fait partie de ces compétitions majeures qui sont protégées, donc elles doivent être retransmises sur le service public. Et le contrat qui nous lie avec France Télévisions, détenteur des droits... Et quand on voit le montant, l'importance des droits télé, vous le rappeliez tout à l'heure, 60 à 65% du budget sont les droits télé. Est-ce que le Tour peut survivre sans, à un moment ou à un autre, tomber dans les mains d'une chaîne cryptée ? Pour l'instant, il est bien parti, et Dieu nous préserve, cet événement est protégé. Donc il y a encore de belles années au Tour de France. Là-dessus, Jean-Jacques Lozac, vous, législateur, vous serez très, très attentif. Effectivement, il faudra être très vigilant et très attentif à ce que le Tour de France demeure dans notre patrimoine national. Béatrice Houchard, le Tour de France ne serait pas le même demain s'il était diffusé sur des chaînes payantes ? Ah, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si la course serait différente, mais l'impact ne serait pas le même. Je pense que les présidents de la République se mobiliseraient là. Je suis sûr qu'ils ne laisseraient pas... Ah, vous pensez que ça, là, pour le coup, ça deviendrait une affaire d'État. Ce serait une affaire politique. Une affaire politique. Gardons-les. Ça reste la plus belle, la plus grande course du monde. On a pas mal parlé de la concurrence avec le Giro. Vous m'interrogez, là, ça va être compliqué pour moi de vous dire. Si vous me posez la question, je vais vous répondre par la positive, évidemment. Le Tour bénéficie alors de cette notoriété, et puis le Tour a lieu, vous le disiez, les uns et les autres au mois de juillet. Donc c'est sa force. Souvent, on nous demande pourquoi le Tour est si populaire, c'est sa date, en fait. Ouais. Le mois de juillet, c'est d'abord la date. C'est la date qui est importante, la période de vacances, et c'est pour ça que les gens l'aiment comme ça. Ouais, et tout le reste, je pense par exemple le Giro qui décide de partir il y a quelque temps d'Israël et puis qui envisage de partir du Japon, tout le reste est accessoire. Je vous parlais d'innovation tout à l'heure. Vous pourriez chercher à vous démarquer aussi comme ça, mais finalement le plus important pour vous, c'est la diffusion en juillet. Il faut écouter les élus. Oui. Je crois qu'ils aiment le Tour. Après, le choix des autres organisateurs, voilà, ils font leur choix, c'est à eux que ça appartient. Non, mais je suis intimement convaincu que le Tour de France s'adaptera. Bon, les mutations de la société, c'est en particulier les mutations écologiques et numériques dans la période actuelle. Donc le Tour de France, je crois, s'adaptera. Vous savez, le Tour, c'est un peu le mariage, je dirais, la rencontre entre deux réalités. D'abord, il y a
formidable capacité d'organisation d'ASO, l'efficacité, la pertinence, etc. Et d'autre part, la richesse de ce patrimoine national. Tout à l'heure, on parlait de l'espace rural, mais je crois que ce n'est pas à Chauvin que de dire que l'espace rural français est le plus bel espace de toute l'Europe. C'est l'espace le plus diversifié, avec la montagne, la haute montagne, la moyenne montagne, le littoral, les campagnes, les petites villes, etc. Donc, c'est tout cela qui est véritablement valorisé à travers cette épreuve cycliste. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Longue vie donc au Tour de France que nous suivrons avec passion encore cette année. Quelques livres pour continuer, pour en apprendre encore davantage. Le vôtre, bien sûr, Béatrice Houchard, Le Tour de France, La France du Tour, qui vient de paraître aux éditions Calman-Lévy. Je renvoie aussi à votre Histoire du Tour de France, Jean-François Mignot. C'était en 2014 aux éditions de La Découverte. On voyait tout à l'heure Jean-Paul Olivier dans l'une de nos archives. Il a coécrit avec Christian Prudhomme, le patron du Tour, le Tour de France coulisses et secrets. C'était en 2017 aux éditions Plomb. Merci encore. Un monde en doc va se poursuivre et nous allons nous plonger à présent dans l'histoire du Rwanda. 1994-2019, nous sommes 25 ans après le génocide. Quel fut le rôle de la France? La vérité reste à établir. Politiques, diplomates, militaires prennent la parole, parfois pour la première fois, dans Retour à Kigali, un film exceptionnel de Jean-Christophe Klotz. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.